Bonjour, bienvenue sur Mediapart. Alors, depuis 30 ans, la dictature nord-coréenne développe méthodiquement, pas à pas, un programme nucléaire et nous y sommes. Dans quelques semaines ou dans quelques mois, la Corée du Nord sera l'une des puissances nucléaires sur la planète, maîtrisant à la fois toutes les technologies de la bombe et les technologies des lanceurs, des missiles, missiles courtes, longues portées, missiles intercontinentaux. Alors on va en parler aujourd'hui. Que faire face à une Corée du Nord puissance nucléaire? On va en parler avec Lénaïque Bredou. Bonjour Lénaïque. Bonjour. Et on va en parler avec Pascal Boniface. Pascal Boniface, vous dirigez l'Institut des relations internationales et stratégiques. Vous êtes chercheur et vous dirigez donc ce qu'il est convenu d'appeler un des principaux think tanks en France. Vous avez publié sur Mediapart un billet de blog très intéressant après l'essai nucléaire du 3 septembre. Essai nucléaire revendiqué par Kim Jong-un et qui a déclenché une sorte de grande tempête internationale. Avant d'y venir plus précisément, qu'est-ce qu'on sait de ces 30 années de programme nucléaire, en particulier sur la question des transferts de technologie? Et là, il semble qu'on ne connaisse pas grand-chose. On a une petite idée, mais bien sûr, il n'y a pas de certitude. L'idée principale, c'est que pendant très longtemps, la Corée du Nord s'est appuyée non pas sur la Chine. En fait, aucun pays qui a l'arme nucléaire n'a intérêt à avoir de la prolifération. Il préfère conserver le monopole et ne pas le partager. D'ailleurs, c'est bien sur les questions nucléaires qu'il y a la rupture entre la Chine et l'Union soviétique et non pas sur des questions idéologiques qui sont venues habiller cela par la suite. Mais c'est plutôt par le Pakistan, parce que le Pakistan avait un programme nucléaire avancé avec le docteur Khan qui était la tête pensante de ce programme et qui, je dirais, pour sa fortune personnelle et son envie, a aidé la Corée du Nord dans un premier temps à bâtir son programme. Après, il y a eu des échanges, des achats. Le Pakistan a été un peu sermonné pour ce que faisait le docteur Khan. Ils l'ont mis en surveillance mais assez souple quand même. Et puis ensuite, eh bien, la Corée avait formé, parce que quand vous mettez finalement toutes vos priorités sur la constitution d'un programme nucléaire et balistique, une fois que vous avez obtenu une aide extérieure initiale, eh bien, vous pouvez, si tous les moyens sont mis, eh bien, vous pouvez effectivement compléter le programme. Ça a mis des décennies, mais aujourd'hui, effectivement, la Corée a à peu près la gamme complète, missiles balistiques, armes nucléaires. Alors, ce qu'on découvre aujourd'hui avec une certaine surprise, c'est ce qu'on pouvait lire dans toute la presse américaine au lendemain de l'essai du 3 septembre, c'est la surprise des experts américains qui, semble-t-il, n'ont pas vraiment cru à ce programme ou en tous les cas à son état d'avancement. Et le journal Politico disait par exemple, les experts, tout ce que les experts croyaient s'est avéré faux. Le régime des Kim a démontré qu'ils se sont toujours trompés. Ça semble incroyable. Oui, non, parce que dès les années 90, le premier programme de système de défense antimissile, enfin l'un des programmes, était justifié dans les années 90, non pas par l'Iran, mais par la menace nord-coréenne. Programme américain. Programme américain de défense antimissile, qui est une ressucée de ce qu'on a appelé la guerre des étoiles sous Reagan, qui elle-même est une ressucée des programmes ABM, anti-balistique missiles, des années 60. Donc c'est vraiment un programme très ancien. Et donc dans les années 90, vous aviez des émissaires américains qui faisaient le tour des capitales européennes pour convaincre les experts, ou présumait-elle, les dirigeants qu'il fallait à tout prix développer ce système pour se protéger. On ne parlait pas trop de l'Iran à l'époque, il y avait plutôt un réchauffement des relations diplomatiques entre Washington et Téhéran, mais de la menace nord-coréenne. Et il y a toujours un peu cette double interprétation. À la fois, on méprise les autres, ils ne sont pas aussi puissants. Les Américains, pendant très longtemps, ont pensé que les Soviétiques ne seraient pas capables de construire une arme nucléaire. Il y a le sentiment, nous seuls pouvons mettre en œuvre ces programmes. Et en même temps, il y a parfois, à l'inverse, une surestimation pour justifier des programmes militaires dits défensifs. Justement, ce que vous racontez dans ce billet de blog publié sur Mediapart, c'est comment finalement les Américains semblent avoir raté une chance historique de mener des négociations et de les faire aboutir avec la Corée du Nord, ce qui aurait empêché d'être dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Comment ça s'est joué? À quel moment ça se noue justement, cette crise? Je me base non pas sur des écrits anti-américains, comme on le dit généralement, mais sur Madeleine Albright, qui a écrit ses mémoires et qui a raconté sa vérité. Madeleine Albright raconte avec beaucoup de précision comment, à un moment donné, il y a eu un rapprochement entre la Corée du Nord
les États-Unis et la Corée du Sud. À l'époque, un nouveau président est élu, Kim Dae-jung, qui est élu en 1998. C'est un ancien pacifiste, un ancien dissident qui a été en prison sous le régime militaire sud-coréen. Et lui a toujours pris comme exemple l'ostpolitique de Willy Brandt, en disant, si on veut se rapprocher, si on veut que la Corée du Nord ne soit plus une menace, il faut s'en rapprocher, et les surenchères militaires, sécuritaires ne mènent à rien. Il faut entamer un dialogue pour faire atterrir en douceur le régime nord-coréen. Le régime nord-coréen, à l'époque, était assez d'accord pour cela, parce qu'ils avaient besoin d'une aide économique. Donc le deal qui se mettait en place, c'est une aide économique pour sauver le régime. Un peu ce qui se passe en Iran aujourd'hui, où on dit contre l'arrêt des programmes nucléaires, on va relâcher les tensions économiques. Donc une aide économique en échange de l'arrêt du programme. Madeleine Albright a été à Pyongyang, dans la capitale nord-coréenne, parce qu'il y avait à l'époque donc un dirigeant sud-coréen ouvert au dialogue et des dirigeants nord-coréens qui disaient c'est peut-être le moment. Elle raconte qu'elle a été effectivement à Pyongyang et que les Nord-Coréens se disaient bon, c'est peut-être, ça vaut le coup de tenter cela. Et donc on a été à 2 doigts de signer un accord. Pourquoi ne s'est-il pas fait? La première raison, c'est que on était à quelques semaines de la fin du mandat de Bill Clinton. Il a concentré toutes ses forces sur le sommet de Camp David pour obtenir ce résultat historique entre Israéliens et Palestiniens. Et il n'y est pas parvenu, comme on le sait, et ensuite il ne lui restait que quelques jours au pouvoir. Un président en toute fin de mandat ne pouvait pas se lancer. Et donc on pensait que son successeur, qui était censé être Al Gore à l'époque, et non pas George Bush, allait prendre la suite. Et puis en même temps, et c'est Madeleine Albright qui l'écrit, aux États-Unis, des experts et des militaires disaient « mais non, mais il ne faut surtout pas signer un accord parce que cela ne justifierait plus le fait de faire un système de défense antimissile ». Donc on voit quand même là la force du lobby du complexe militaire-industriel. On vous vend un système de défense antimissile pour contrer une menace, la menace des missiles nord-coréens. Mais quand il y a, par la diplomatie, la possibilité de mettre fin à cette menace, on dit « oh non, 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 il faut quand même construire ce système de défense antimissile ». Rajoutez à cela la guerre du Kosovo. Les Nord-Coréens se sont dit « ah d'accord, Milosevic n'avait pas d'armes nucléaires ». À l'époque, on disait que les Russes malmenaient les Tchétchènes et les Serbes malmenaient les Kosovars. On a fait une intervention militaire contre la Yougoslavie, pas contre la Russie, parce que la Russie avait des armes nucléaires. Puis George Bush arrive au pouvoir. Pour montrer qu'il n'est pas uniquement anti-musulman, il met un axe du mal avec l'Irak, l'Iran, et je dirais, pour faire bonne mesure, il ajoute la Corée du Nord. Pour sorte, quand vous mettez un suspect qui n'est pas soupçonné pour faire tapisserie. Et les Nord-Coréens se sont dit, bon, la seule façon de s'en sortir, c'est d'avoir l'arme nucléaire et des missiles. Et c'est à ce moment-là que toutes les négociations s'arrêtent. Alors, elles continuent, mais on peut dire que les Nord-Coréens, là, commencent à trimballer les autres négociateurs en voulant obtenir l'aide, mais sans vraiment faire d'efforts. Et on peut dire qu'à partir de là, il y a eu de nombreux épisodes. À de nombreuses reprises, les Nord-Coréens ont annoncé un accord de désarmement, mais qui n'a jamais été vraiment mis en œuvre. Et en 2007, le président Lee Myung-yang est élu. Lui, c'est un dur en Corée du Sud. Donc, il va mettre fin, là aussi, à ces tentatives. Et on peut dire que George Bush est venu fermer une possibilité historique par absence de négociation, parce qu'il n'a pas voulu continuer les négociations en disant on a d'autres priorités, on verra, et par son action, discours sur l'axe du mal, et bien sûr guerre d'Irak. Mais alors, vous citez l'exemple des États-Unis. On peut également dire, je pense, des États-Unis, que la menace nord-coréenne justifiait le déploiement militaire massif américain dans la région, avec 30 000 soldats déployés entre le Japon, les différentes bases américaines de cette région-là. Est-ce qu'il n'en est pas de même pour la Chine et la Russie, qui finalement, de toute façon, qui ont un objectif, c'est que le régime nord-coréen perdure, et qui ont un peu fermé les yeux sur ce programme nucléaire? Oui, disons qu'ils n'ont pas tout fait, mais vous savez, quand un pays décide vraiment d'avoir l'arme nucléaire et qu'il y met tous les moyens, même son allié protecteur ne peut pas l'empêcher. L'URSS n'a pas pu empêcher la Chine d'avoir l'arme nucléaire. Les États-Unis n'ont pas pu empêcher la France d'avoir l'arme nucléaire. Et comme pour les Nord-Coréens... Oui, mais on décrit quand même un régime presque complètement dans les mains de Pékin. Ce n'était pas déjà le cas auparavant, c'était effectivement un allié, mais pas dans un lien total de dépendance. Et aujourd'hui, les Chinois n'ont plus prise sur le régime nord-coréen, dont la grande force, c'est finalement la faiblesse. N'ont plus prise, vous pensez? Ils n'ont plus prise, non, et ils le disent très franchement. La grande force du régime nord-coréen, c'est est-ce que vous voulez qu'on s'écroule? Est-ce que vous voulez que les régimes disparaissent et qu'il y ait 25 millions de Nord-Coréens qui aillent un peu n'importe où pour fuir la famine? Et ils disent aux Chinois, voulez-vous des soldats américains à la frontière
en cas de réunification rapide de la menace de la péninsule coréenne. Et donc ils tiennent comme cela. Et effectivement, les Nord-Coréens, ils sont relativement incontrôlables parce que personne ne souhaite la fin du régime. Incontrôlable, mais rationnel. Contrairement parfois à certains discours, on dit ils sont fous, c'est des fous, c'est un régime de fous. Enfin, que le régime soit par ailleurs totalement consternant, évidemment, la question ne se pose pas, mais qu'ils ont une attitude de dirigeants tout à fait rationnelle, finalement. Et complètement. C'est-à-dire qu'on a, c'est le défaut de plein d'analyses dans le monde occidental, de confondre l'adhésion au système occidental avec la rationalité. Ce sont deux choses tout à fait différentes. De son point de vue, les dirigeants nord-coréens sont tout à fait rationnels. Ils arrivent à se maintenir au pouvoir de grand-père en petit-fils depuis plus de 60 ans en ayant complètement échoué sur le plan économique et social. Donc c'est très rationnel. Et d'un point de vue nord-coréen, de façon très rationnelle, ils disent si Saddam Hussein, si Kadhafi avait l'arme nucléaire, avait eu l'arme nucléaire, il serait non seulement encore vivant, mais encore au pouvoir. Et effectivement, si la Corée du Nord n'avait pas l'arme nucléaire, il y aurait des campagnes de dénonciation de la dictature nord-coréenne en disant qu'il faut intervenir très rapidement pour faire chuter ce régime. Et là, en fait, on voit très bien, on a demandé une guerre pour démocratiser l'Irak en 2003. Personne n'a demandé une guerre pour démocratiser la Corée du Nord au même moment. Et les Nord-Coréens n'étaient pas mieux lotis que les Irakiens. Il y a quelques jours, tweet de Donald Trump, Kim Jong-un, clairement un fou, virgule, va être mis à l'épreuve comme jamais. Et puis réponse de l'intéressé, je disciplinerai par le feu le radoteur Kakoshim américain mentalement dérangé. Est-ce qu'il faut avoir peur de ce type de déclaration? On se dit, bon, ça fait partie du bruit du moment. C'est un bruit plus prononcé. Ce langage nord-coréen est habituel. Ouais. Ça a toujours été le langage des Nord-Coréens. Et donc, bon, ce qui est plus surprenant, c'est le langage du côté de la Maison-Blanche, parce que même George Bush n'employait pas un tel langage. Et donc ces provocations intempestives et incessantes de Donald Trump sont inquiétantes parce que cela cache. Ceci étant, il n'y aura pas de guerre. Pourquoi? Parce que la dissuasion, justement, existe. Et que le premier missile américain sur la Corée du Nord aurait pour effet immédiat de la destruction de Séoul et de Tokyo. Vous pensez qu'on en est là? Enfin, en termes de oui, les rapport de force militaire? Disons qu'il n'y a pas de frappe possible américaine qui vienne démanteler totalement les armements nord-coréens. Il n'y aurait pas une frappe dévastatrice qui viendrait mettre à nu les forces militaires nord-coréennes. Et de l'autre côté, Kim Jong-un, quel est son but? C'est pas de réunifier la Corée, c'est pas de conquérir le monde, c'est de rester au pouvoir, ce qu'il parvient très bien à faire. Et il sait très bien que s'il attaquait la Corée du Sud ou les États-Unis, il serait, lui, détruit dans l'heure. Et donc, en fait, on est face à deux adversaires qui ne peuvent pas s'attaquer, mais qui ont un langage agressif. Pour Trump, ce qui est gênant, c'est qu'on va très vite s'apercevoir de son impuissance. C'est qu'il fait des menaces. Il est déjà démenti par la plupart de ses conseillers, experts. Il dit quelque chose et derrière, les conseillers passent et disent non, mais... Il a en fait, par rapport à la Corée du Nord, il a une épée en bois. Parce qu'il ne peut pas attaquer la Corée du Nord. Donc il peut, au fur et à mesure, il est en train de perdre la crédibilité dont les alliés des États-Unis en Asie, le Japon et la Corée du Sud, auraient besoin. Et donc, en fait, les Japonais... Alors, pour les Japonais, cette crise a un effet positif. Ça permet d'accompagner la politique de réarmement que le Premier ministre Abe avait, plutôt pour viser la Chine, d'ailleurs, que pour viser la Corée du Nord. Mais ça passe mieux en disant qu'il y a manifestement un danger nord-coréen et les Chinois ne peuvent moins protester contre le réarmement japonais. Du côté sud-coréen, le nouveau président, qui est plutôt dans la lignée de Kim Jong-un, qui est vraiment plutôt un homme de centre-gauche, mais qui est plutôt pour la négociation et qui sait très bien que la force militaire ne peut rien résoudre, eh bien lui qui refusait le système de défense antimissile que les Américains voulaient mettre en place, a été, sous la contrainte des événements de sa propre opinion publique, contraint de l'accepter. Donc en fait, Trump est à la fois irréfléchi, mais en même temps, lorsqu'il met face à face l'Arabie Saoudite et le Qatar, lorsqu'il demande aux pays européens de faire plus pour leur défense à 2% du PIB, et lorsqu'il y a des tensions dans la région, quel est le bénéficiaire de tout cela?
c'est quand même l'industrie militaire américaine, parce que et la Corée du Sud et le Japon vont acheter plus d'armes américaines. Pour vous, c'est ça la raison de ces provocations langagières? Parce que voilà, la tribune des Nations Unies, pas uniquement sur Twitter, Donald Trump, il dit Rocketman pour parler du dirigeant nord-coréen. Il dit qu'il va détruire totalement la Corée du Nord, ce que personne ne croit évidemment, parce qu'il va détruire automatiquement la Corée du Sud. Enfin, bon, ça n'a aucun sens. Comment, voilà, c'est encore une fois ce que vous disiez tout à l'heure avec Madeleine Albright au moment des années Clinton. Encore une fois, cette espèce de pression du lobby militaro-industriel, un air du temps, une façon de cajoler son opinion publique. Oui, c'est pas seulement le lobby militaire, le complexe militaro-industriel, il existe. Il ne faut pas s'étonner qu'il existe, il ne faut pas non plus en faire le maître de tout. C'est aussi le tempérament de Trump. Finalement, il est fidèle à son image d'animateur télé un petit peu vulgaire, qui dit vous êtes viré, etc. Et donc il agit, lorsqu'il s'adresse à la tribune des Nations Unies, en fait il s'adresse à qui? Pas aux 192 délégués qui sont en face. À son opinion publique. Il s'adresse à son électorat, qui est ses électeurs, plus qu'à son opinion publique, à ses électeurs à lui, qui sont ravis de ses blagues, Rocketman, c'est très drôle, etc. Rocketman, c'est les personnages de Marvel. Voilà, et donc en fait, ça plaît très bien à ce secteur de l'opinion américaine qui a voté Donald Trump. Mais en même temps, et une fois encore, ce n'est pas du tout versé dans le complotisme, contrairement à ce que vont dire certains que de dire cela, tout ceci est quand même bon. Je veux dire, quand on augmente de 10% les dépenses militaires américaines, tout en diminuant de 27% le budget du département d'État, on voit bien quand même qu'il y a un lobby plus fort que l'autre. Finalement, face à ce régime nord-coréen, vous, votre point de vue, c'est de dire qu'il faut négocier. Première question, négocier, c'est entériner que la Corée du Nord soit une puissance nucléaire. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à négocier et comment? Qu'est-ce qu'on négocie? Il faut négocier, pas à n'importe quelle condition, mais en tous les cas, l'idée que la Corée du Nord renoncera aux armes nucléaires, c'est une idée d'un autre monde. Jamais à vue humaine, en tous les cas, tant que le monde sera dans cet état. Les Nord-Coréens se disent que s'ils renoncent aux armes nucléaires, ils se suicident. Ils suicident le régime parce qu'il y aura une intervention. Donc, ils ne le feront jamais. Donc, on l'accepte comme l'Inde, comme le Pakistan, comme Israël. On dit, OK, vous avez l'arme nucléaire. C'est une situation inconfortable à laquelle il va falloir s'habituer. Parce qu'il n'y a pas de retour en arrière possible dans le monde tel qu'il est. Si un jour il y a une paix universelle, etc., mais dans le monde tel qu'il est pour les 15 à 20 ans à venir, il n'y aura pas de dénucléarisation. C'est comme si on demandait aux Chinois, aux Russes, aux Indiens, aux Pakistanais de renoncer à l'arme nucléaire. Et donc il faut vivre avec cet état nucléaire, avec ce caractère répressif, totalitaire. La Corée du Nord est le dernier État totalitaire à la surface de la planète. Il faut s'habituer à cela, mais on a bien vécu avec Staline avec les armes nucléaires, avec Mao Tse-tung avec les armes nucléaires, qui n'étaient pas non plus des enfants de cœur et qui n'étaient pas non plus des amoureux de l'humanité. Alors, qu'est-ce qu'il y a à négocier? Un gel du programme? Non, c'est plutôt une conduite moins erratique du régime. Que le régime cesse ses provocations verbales qui viennent finalement jeter le trouble, relancer la course aux armements, et donc arriver à une situation de statu quo où on sait que la Corée du Nord a l'arme nucléaire et qu'on espère, par les contacts, par les négociations, par les échanges économiques, qu'au fur et à mesure, les taux du régime nord-coréen sur sa population se desserrera. Tant qu'il y a des menaces extérieures, aucun régime ne dessert les taux sur sa population quand il y a des menaces extérieures. Mais ce régime est complètement totalitaire et un peu fermé sur lui-même. Il commence à y avoir des cassettes qui circulent. L'Allemagne a été réunifiée pas par le refus de parler avec les Allemands de l'Est, comme était la doctrine Hallstein jusqu'en 1955, définie en 1955, mais par le fait que les Allemands de l'Est se rendent compte par les échanges que c'était quand même mieux, c'était mieux de l'autre côté du mur et que le mur n'était pas là pour les protéger de l'assaut du capitalisme, mais plutôt pour les empêcher d'aller profiter des Mercedes et des grippins. Et donc, eh bien, il faut, là, les Nord-Coréens, ce qui les fait bouger, c'est quand ils voient des soap-opéras sud-coréens et qu'ils se disent « Oh là là, finalement, derrière la zone démilitarisée, il y a quand même un peu plus de choses. » Et donc, en fait, il faut s'habituer à vivre avec ce régime nucléaire et obtenir de lui qu'il ait un comportement moins agressif verbalement, mais en tous les cas, on ne changera pas. L'idée que les Occidentaux vont changer les régimes de l'extérieur, qui a conduit quand même à des grandes catastrophes, notamment à la guerre d'Irak, cette idée-là, quand même, ne devrait plus exister. Justement, comment vous recevez la déclaration d'Emmanuel Macron à l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a, lui, clairement appelé à l'ouverture d'un dialogue entre la Corée du Nord et ses partenaires internationaux? Est-ce que la France peut avoir le moindre poids sur ce dossier et sa voix peut-elle encore porter? Alors, la France n'a pas de relation diplomatique avec la Corée du Nord.
Et bien sûr, ce n'est pas maintenant qu'on va les ouvrir. Ça serait un signal un petit peu curieux. La France peut agir en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, où elle a un rôle assez actif qui est reconnu. Mais en même temps, il faut bien être clair, c'est quand même loin. Les pays européens ont une prise très indirecte sur la situation. Ce sont plutôt les Chinois et les Russes qui peuvent servir de médiateurs. Et la Corée du Sud. La Corée du Sud avec le nouveau régime qui, lui, est franchement favorable à un dialogue parce que, finalement, les Sud-Coréens savent, comme les Allemands de l'Ouest, lorsque Reagan parlait de guerre nucléaire limitée en Europe, les Allemands de l'Ouest savaient que, chez eux, la guerre nucléaire ne serait pas limitée, elle serait totale, elle serait limitée d'un point de vue américain. Et donc les Sud-Coréens savent très bien qu'en cas de conflit avec la Corée du Nord, peut-être que le régime nord-coréen serait détruit, mais qu'eux-mêmes, pas grand-chose ne subsisterait. Donc la Corée du Sud est le pays qui a le plus d'intérêt à ce que les choses se calment et reviennent à un niveau d'agressivité verbale moins important. Alors, dernière question, qu'est-ce que vous pensez, parce qu'on commence à le lire sous la plume d'experts, de ce qui serait un autre projet du régime nord-coréen, c'est-à-dire celui d'une réunification de la péninsule sous la menace du nucléaire? Il est complètement irréaliste. Complètement irréaliste, c'est des scénarios de science-fiction qui pourraient faire une BD ou un film assez amusant, mais qui n'est pas... Comment les Nord-Coréens pourraient penser contrôler le double de leur population, des gens qui sont habitués à partir à l'étranger, à consommer du Chanel et à voir toutes les chaînes de télévision chez eux? Non, le régime nord-coréen ne peut pas absorber la Corée du Sud parce qu'ils sont trop riches et trop nombreux. Et donc, il se noierait lui-même de cela. La seule chance de survie du régime nord-coréen, c'est de rester sur soi et de limiter au maximum les contacts avec l'extérieur. Il y a quand même une inconnue sur l'actuel dirigeant, Kim Jong-un, qui a 34 ans, qui quand même a défié un peu tous les pronostics. On l'avait présenté à ses débuts comme étant la vraisemblable marionnette d'une partie de l'état-major militaire. Il a purgé tout ça, il a pris la main sur tout ça. Donc on est face à quelqu'un qui a un projet politique, qui semble extrêmement rationnel, qui a réussi, à la mesure de ce qu'est le régime nord-coréen, quelques exploits, et qui a 34 ans. Oui, il faudra aussi s'habituer à vivre longtemps avec lui. On l'avait dit aussi, il étudie en Suisse, donc il va être plus ouvert sur l'international, etc. Et la marionnette, vous savez, les marionnettes de quelqu'un, très souvent, ils coupent les ficelles et ils deviennent autonomes. Absolument. Et en Corée du Nord, il y a tous les moyens. Donc je pense que lui, il doit certainement penser que les Nord-Coréens murmurent ou crient plutôt longue vie au président Kim Jong-un et qu'il reste pour le restant de ses jours au pouvoir parce que lui, l'embargo, les restrictions, il n'en souffre pas beaucoup. Donc peut-être qu'il est... Les sanctions ne servent à rien. Dans ce cas-là, on dit que les sanctions, c'est toujours la porte de sortie quand on ne peut pas faire l'intervention militaire. On dit, il y a une pression de l'opinion, il faut qu'on montre qu'on fasse quelque chose, etc. Ce type de sanctions, encore au moins celles-ci sont générales. Elles ont été négociées, et au moins il y a une réponse unanime des 5 puissances du Conseil de sécurité, ce qui est mieux que rien. Mais en tous les cas, les Nord-Coréens peuvent vivre, le régime nord-coréen, les Nord-Coréens souffriront et le régime nord-coréen peut vivre tout simplement parce que personne ne prendra le risque d'un effondrement dont les conséquences seraient totalement inconnues. Et s'il y a une chose que les Chinois ne veulent pas, c'est l'inconnu. Bien. Pascal Boniface, on vous remercie. Léna Higues, merci. On vous retrouve très bientôt pour un nouvel entretien et un nouveau débat. À bientôt, merci.